Alors, je remercie beaucoup les organisateurs de m'avoir invité, parce que je crois qu'il faut commencer par ça. Non, et alors, d'autant plus que, en fait, quand Willy m'a contacté, j'avoue que j'étais un peu dubitative sur... je veux toujours bien parler, enfin, ça, c'est pas tellement le souci, mais je me demandais un peu ce que j'allais pouvoir raconter. Et comme d'habitude, je ne prépare jamais trop à l'avance, et j'essaye au fur et à mesure de ma participation et de l'écoute des interventions des autres, j'essaye de me faire une idée sur ce qui éventuellement peut être attendu. Alors, exceptionnellement, je vais faire quelque chose quand même de pas très habituel pour moi, c'est-à-dire qu'en fait, je vais essayer à la fois de vous raconter une histoire, donc assistance en parcours, donc je vois que ça va faire écho à tous ceux qui sont passés par des phases de reconversion, même si ce n'est pas totalement mon cas. Et en même temps, je vais faire une sorte de travail de pseudo-ergonome, alors avec modestement et sous votre contrôle. Et je vais essayer en fait à la fois de réfléchir en analysant de mon point de vue d'économiste ce que j'ai pu observer sur la combinaison des différentes disciplines, et en même temps je vais essayer de partager avec vous le côté réflexif que j'ai maintenant depuis quelques temps sur la façon dont moi-même et avec d'autres j'ai travaillé en combinant plusieurs disciplines. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais vous allez comprendre. Donc, vous allez comprendre quand je vais vous expliquer qu'en plus d'être économiste, ce que je présente comme le cœur de métier, en fait j'ai fait des études d'économie et gestion, avec beaucoup de comptabilité, avec de la recherche opérationnelle, avec des techniques quantitatives de gestion, et puis je suis retournée à l'économie, et puis j'ai fait une thèse en économie. Et puis, une fois que j'ai fini ma thèse en économie, je me suis dit, il faut que je trouve à travailler. Donc, j'avais fait une thèse sur les critères d'âge dans les pratiques des entreprises. Et je me suis dit que les économistes ne me suffiraient pas pour essayer de comprendre ce qui se passait vraiment dans les entreprises. Et donc, j'ai cherché des points d'appui. Et le point d'appui que j'ai trouvé à ce moment-là, ça a été Logis Créapt, dont Serge Volkoff était l'un des responsables à l'époque. Et en fait, je me suis, entre guillemets, accrochée, comme... une espèce de coquillage, dont je ne maîtrise pas bien le nom. Je me suis un petit peu accrochée sur le Créapt en ayant à la fois une activité d'économiste dans un autre centre de recherche et en même temps une vie pas très réglementée et pas très claire avec le Créapt. Ça peut sembler un peu bizarre. Et donc ça a duré pendant à peu près 15 à 20 ans de concubinage non déclaré avec Logis Créapt, où j'étais là sans être là, j'étais dans l'équipe sans être dans l'équipe, voilà. Et donc j'ai fait pendant cette période-là toute une série de recherches avec généralement pas que des économistes, mais jamais des ergonomes. Et par ailleurs, j'ai travaillé entre guillemets à discuter avec des ergonomes sans jamais travailler avec eux. Et donc ça a duré pendant un temps. Et puis, dans la dernière partie de ma vie professionnelle, ça s'est cristallisé autour de mon entrée au centre d'études de l'emploi où se trouvaient des chercheurs du GIS-CREAPT, et puis un certain nombre d'évolutions dont je vais vous parler juste après. Et donc, en fait, je vais vous faire à la fois une réflexion sur... alors, c'est probablement autour de 20-25 ans, je n'ai pas voulu trop calculer, parce que c'est... Mais c'est à la fois le parcours sur 20-25 ans et en même temps un regard plus affûté sur les trois dernières années sur lesquelles j'ai plus particulièrement réfléchi à cette fameuse articulation de différentes disciplines, ce que je pouvais en retirer et la façon dont on pouvait travailler. Donc je vais essayer de tenir tout ça dans le temps qui m'est imparti et avec probablement une certaine forme de désordre, j'espère un peu maîtrisé quand même. Donc, hier soir, tard, je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse quelques diapos. Et donc, voilà à quoi je suis arrivée. Je me suis dit, voilà, je vais essayer de vous faire donc une réflexion à partir de ma pratique et de mon expérience. Et le seul sous-titre que j'ai trouvé, peut-être un peu rigolo, c'est une économiste chez des ergonomes. Donc, vous avez compris à la fois GIS-CREAPT, mais aussi aujourd'hui. Entre autres des ergonomes, parce qu'il n'y a jamais que ça dans les assemblées. Et généralement, il n'y a pas que ça. Donc en fait, j'ai rien à faire là, mais en même temps, j'y suis, et depuis suffisamment longtemps. Donc on va essayer de regarder un peu ce que j'ai pu apprendre et ce que je peux avoir à en dire. Donc voilà, ça va se détailler, je crois qu'il y a 4 diapos, sur les occasions de travail entre plusieurs disciplines, sur les façons de travailler ensemble, sur les articulations auxquelles on peut réfléchir, et sur les conditions et les contraintes sous lesquelles on travaille. J'espère qu'après ça, j'aurai rempli mon objectif. Alors, sur les différentes occasions, en fait, dès ma première recherche, je me suis retrouvée à travailler dans une équipe pluridisciplinaire où il y avait des sociologues, des psychologues et des gens de la gestion.
et j'étais la seule économiste, comme c'est souvent le cas. Ça s'est bien passé en partie et pas très bien passé dans une autre partie. Et ça aboutit à une première conclusion qui a été en fait une conclusion assez largement permanente sur l'ensemble des choses que j'ai faites, c'est-à-dire on est à plusieurs disciplines, mais en fait on se partage les tâches. Donc aux économistes de faire ça, aux gestionnaires de faire ça, aux psychologues de faire ça, et aux sociologues de faire ça. Alors les économistes, comme moi, enfin un peu, je ne sais pas si je peux dire polyvalent, alors on peut servir aux gestionnaires, donc on peut faire des entretiens avec des salariés. Donc j'ai appris à faire des entretiens avec des salariés, avec des syndicalistes, avec de la direction. J'ai appris à en tirer des choses, des analyses, etc. Plutôt sous l'angle des pratiques d'entreprise, mais qui sont aussi un angle d'analyse des économistes et des gestionnaires, mais pas tout à fait avec les mêmes corpus. Donc en fait, chacun chez soi, on se parlait. Enfin, après, l'ambiance dans l'équipe était plus ou moins, ça dépend des équipes. Mais en fait, on ne collaborait pas sur des notions de fond, on ne rédigeait pas les choses à plusieurs mains. Donc chacun avait sa partie. La division du travail, pas parcellisation, mais partage des tâches. Ensuite, j'ai eu des occasions de travailler avec un même sujet, mais pas forcément en étant aussi, pas forcément sur une recherche en cours, mais ça pouvait être un sujet comme par exemple la rédaction d'un article où on essayait d'analyser un dispositif public. Donc j'ai particulièrement travaillé avec Jeanne Thébault sur un article sur le contrat de génération, où on avait essayé, moi avec mes lunettes d'ergonomiste, en plus j'ai des lunettes, ça tombe bien, elle avec son regard affûté d'ergonome, on avait essayé d'analyser ensemble le dispositif tel qu'il a été conçu par les pouvoirs publics, tel qu'il s'appliquait, et les dérives et les risques que ça pouvait présenter du point de vue notamment de la transmission des savoirs professionnels. À ma grande surprise, Jeanne étant une personne charmante et une ergonome tout à fait affûtée, on s'est retrouvés par moments avec des vrais problèmes, c'est-à-dire des désaccords. Alors on avait tout à fait un accord, parce que je suis très malléable probablement, on avait un accord avec l'expérience qu'on avait l'une et l'autre sur les risques liés à la transmission des savoirs professionnels, sur le fait que les entreprises avaient tendance à se focaliser sur des dispositifs type tutorat relativement pauvres, sans réfléchir à ce que pouvait apporter une vraie réflexion à la transmission des savoirs professionnels. Mais il y a eu des moments, quand par exemple je lui évoquais les enjeux de rentabilité, de productivité des entreprises dans le cadre des contrats de génération, où avec Jeanne, on a eu un constat de désaccord absolu, c'est-à-dire qu'elle ne comprenait pas ce que j'essayais de lui expliquer, alors que pour moi, en tant qu'économiste, c'était normal et il n'y avait même pas de discussion à avoir. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé ensemble sur la partie transmission et on a en fait séparé les tâches et j'ai gardé mon précaré sur les objectifs des entreprises. Et voilà. Donc on s'est fait une sorte de partage des tâches sur une partie et sur le reste, on a travaillé ensemble. Donc ce n'était pas tout à fait de la combinaison optimale. Et puis sur les 3 dernières années, j'ai eu 2 occasions de travailler avec d'autres disciplines. On a fait une recherche sur la formation des seniors, dans laquelle on a tant bien que mal constitué une équipe de 8 personnes. Il y avait une socio-économiste, ce qui est une catégorie bizarre que je ne vous expliquerai pas, moi qui suis économiste, donc une sociologue et 4 ergonomes. Alors déjà 8, c'est pas très facile comme équipe. Et donc on est parti, je vous raconterai ça un peu plus tard, on est parti dans l'idée qu'on allait étudier la façon dont la formation se faisait, les enjeux de formation, les occasions d'apprendre dans le travail et les occasions d'apprendre au cours du parcours professionnel, et donc en essayant de croiser, de mobiliser des outils méthodologiques en allant les piquer un peu dans les différentes disciplines. Et puis la dernière occasion, c'est donc, je ne savais pas trop comment l'appeler, une expérience institutionnelle, c'est que, un peu, je ne sais pas pourquoi, on m'a demandé d'être membre de la commission scientifique de l'INRS. Donc j'ai dit oui, parce que moi j'aime bien les expériences. J'ai dit oui. J'ai dit vous êtes sûr? On m'a dit oui, donc j'ai dit ben, je viens. Et en fait je me suis retrouvée dans des réunions où d'une part je suis donc dans le groupe de suivi du département Homme-Travail, donc a priori ce sont des études sur lesquelles c'est pas forcément économique, mais je devrais pouvoir dire des choses, mais je me retrouve avec des études qui sont faites par des sociologues, par des ergonomes, par des gens dont je ne maîtrise pas les connaissances théoriques. Donc je comprends les sujets, je peux dire des choses, mais je ne suis pas spécialiste, ni des sujets, ni des approches théoriques, mais en même temps, je fais partie d'un groupe de suivi.
donc je peux avoir à discuter sur un certain nombre d'aspects. Et puis les choses se sont compliquées récemment, puisque sur certains thèmes, on se retrouve à collaborer maintenant avec le département ingénierie des équipements de travail, dont les connaissances théoriques et techniques, évidemment, sont encore plus lointaines de celles dont je dispose. Mais étant dans ce groupe, il faut avoir éventuellement à intervenir quand on estime avoir quelque chose à dire. Par exemple, sur l'usine du futur ou sur la robotique collaborative, on a des études qui peuvent arriver dans l'un ou l'autre département, et donc il est normal que si quelque chose doit être dit du côté du groupe de suivi homme-travail, il faut que je le dise dans les commissions dans lesquelles je suis. Donc je me retrouve en fait avec une exigence de, je ne sais pas s'il faut dire pluridisciplinarité, mais il faut que j'arrive à comprendre quels sont les enjeux, que j'essaye à peu près à dépoter des choses et que je sache aussi détecter quand je ne comprends rien et qu'il faut mieux que je me taise. Ce qui, vous allez le comprendre, est assez compliqué. Donc, sur la recherche commune et l'expérience institutionnelle, en fait, je me suis rendu compte qu'on avait deux autres façons de travailler, que je n'ai pas trouvé d'autre façon de les décrire que de dire que dans un certain niveau, on peut avoir une certaine coordination. Donc dans ce cas-là, on se partage quand même un petit peu les tâches, mais on a quand même des discussions entre nous, et ça peut aller jusqu'à des choses un petit peu approfondies, mais pas sur l'ensemble des concepts ou des approches qu'on a à mobiliser. Donc on arrive, ça a été le cas sur la recherche, sur la formation, sur une sorte de recherche, des résultats en mosaïque, qui sont extrêmement douloureux à produire. Alors vous savez, quand il faut rédiger quelque chose après avoir observé, recueilli des données, le moment de la rédaction, du recul, de l'analyse, c'est toujours quelque chose d'extrêmement douloureux. Donc je vous rassurerai pas en disant qu'après 20 ans et quelques, c'est mieux. Pas si c'est pas pire, en fait. Mais voilà. Et on se retrouve dans cette configuration-là avec d'autres disciplines, avec à la fois le poids d'arriver à dire quelque chose dans sa propre discipline, et en même temps l'exigence d'arriver à dire des choses qui ne soient pas incompatibles avec ce qui est dit par les autres, avoir éventuellement à défendre un point de vue qui n'est pas celui des autres, et puis faire du bon travail soi-même, mais aider les autres aussi, enfin pas aider les autres à faire du bon travail, mais faire du bon travail collectif aussi, puisqu'un rapport de recherche, c'est un rapport collectif, donc chacun ne va pas signer son paragraphe, on n'est pas des grands malades quand même avec notre nom partout, donc il faut qu'on assume collectivement un écrit qui est forcément une sorte de patchwork plus ou moins bien cousu, plus ou moins bien enduit, nivelé, enfin rendu beau, lisse et tout ce que vous voulez. Donc, est-ce qu'on fait vraiment un travail qui combine vraiment les disciplines? Je suis un peu perplexe, on y arrive sur certains plans, mais pas sur d'autres. C'est pour ça que j'ai parlé de travail en mosaïque. Donc parfois, les coutures, les marques d'enduit sont un peu visibles, c'est pas du tout beau, ça peut être très beau, hein, la mosaïque. Enfin voilà, ça pose question. Puis le dernier niveau, alors il peut aller assez loin hein, dans le côté d'approfondissement, ce serait alors, non pas une coordination, mais une vraie coopération, avec plus ou moins de richesse, où on arriverait à connecter certains objets, certains concepts, où on arriverait à partager certaines approches, et où du coup, on arriverait à aller plus loin dans le type de travail qu'on fournit, en interréagissant vraiment les uns avec les autres. Mais ça demande un gros travail de compréhension des référents théoriques des autres, parfois même de compréhension de la façon dont les autres rédigent. Je te dis qu'il y a des moments, je reste incertaine devant certaines phrases et je sais elles sont, puisque c'était que des femmes, elles sont incertaines devant certaines des miennes, parce que les façons de rédiger sont aussi marquées par des empreintes disciplinaires. Et donc il y a des raccourcis qu'on fait qui sont évidents, n'importe quel économiste peut lire ce que je dis. Bon, après, ça peut être nul ce que j'écris, mais normalement, un économiste qui lit ce que j'écris doit pouvoir comprendre d'abord que je suis vaguement une économiste et ensuite comprendre des termes que j'emploie. Mais un ergonome ne va pas forcément y arriver. Et moi, inversement, il y a des phrases que je lis 2 fois, 3 fois, parfois 5 fois, parfois j'abandonne et je reviens le lendemain. Et des fois, je n'ai pas tout compris. Des fois, je me fais réexpliquer. Je comprends bien qu'il faudrait que j'aille plus vite, mais je fais beaucoup d'efforts. Hein. Mais malgré un long concubinage, je l'ai dit, avec le CREAT, en tout bien, tout honneur, je sais ce qui pose problème quand les ergonomes en parlent, je sais ce qui va me poser problème dans la compréhension, mais il y a des moments, je n'ai toujours pas stabilisé en moi-même la définition d'un certain nombre de notions. Donc quand elles arrivent, je me dis, ouf, warning,
Ça, c'est pas pour toi, fais gaffe, c'est le même mot, mais c'est pas le même sens. Mais bon, voilà, je suis habituée à ça, je fais les ralentissements de prudence, mais pour autant, je peux louper le virage aussi bien si j'y fais pas attention. Donc voilà, je vous ai dit, je prendrai des petites images. Alors voilà les différentes occasions, les différentes façons de travailler ensemble. Alors maintenant, ce à quoi j'ai réfléchi, alors à la fois avec cette étude-là, cette recherche-là, et puis le travail à l'INRS, c'est comment on peut articuler, qu'est-ce qu'on peut articuler, tant bien que mal. Je me suis rendu compte, quand on a fait la recherche sur la formation, que c'est la première recherche dans laquelle on a mis, dans la partie résultats, conclusion, on a mis toute une partie sur l'approche pluridisciplinaire, l'approche interdisciplinaire. C'est la première fois où collectivement, on a essayé de mettre noir sur blanc ce qu'on avait rencontré comme difficulté et ce qu'on pensait avoir gagné comme apport dans cette coopération, je dirais plutôt coopération entre nous, même si elle n'a pas été aussi loin qu'on aurait voulu, même si finalement on a découvert en cours de route des choses qu'on ne pensait pas problématiques ou pas à ce point-là. Et on s'est retrouvé un peu le nez dans le pare-brise de façon un peu impromptue, et là aussi je vous expliquerai pourquoi. Alors je termine sur mes articulations à travailler. Sur les concepts, alors c'est le grand truc, hein, on se dit on va travailler entre différentes disciplines, on va brancher les concepts. Moi, je suis un peu perplexe parce que chacun dans sa discipline a des concepts bien marqués, et même quand le concept a le même nom d'une discipline à l'autre, il ne faut pas y aller. Enfin, c'est pas un bon plan, c'est pas parce que ça a le même emballage qu'à l'intérieur il y a la même mixture, quoi. Donc on s'est retrouvé un peu coincé, par exemple. Alors je vais prendre un exemple très simple, même si ce n'est pas tout à fait un concept, mais bon, formation, puisque c'était le thème de la recherche, a priori on avait tous à peu près compris ce que c'était que la formation, vaguement. Mais derrière la formation, pour les ergonomes, tout de suite arrive l'apprentissage. Alors l'apprentissage, c'est clair pour les ergonomes, je ne l'expliquerai pas. Donc, il n'y a rien dessus, je ne veux pas me faire... Donc, l'apprentissage, c'est clair, mais par exemple, pour l'une de nos collègues qui est spécialiste des dispositifs et du financement de la formation, pour elle, vous lui parlez de dispositifs d'apprentissage, elle va vous parler des apprentis qui vont dans les entreprises avec des contrats d'apprentissage et puis de dispositifs de politique publique derrière. Donc elle, processus d'apprentissage, ça lui disait rien du tout. Et en fait, nous, on n'avait pas anticipé ça, puisque c'était la première fois qu'elle travaillait en direct avec des ergonomes. Et donc, si certains d'entre nous pouvaient savoir cette chose-là, elle, en tout cas, elle ne le savait pas. Et on l'a découvert, en fait, en cours d'entretien avec la DRH, puisque d'un seul coup, je me suis rendu compte qu'elle posait une question, où manifestement, l'ergonome avait posé une question sur le processus d'apprentissage, et ma collègue réagissait sur la partie dispositif d'apprentissage politique publique. Et là, je me suis dit, mon Dieu, j'ai oublié de dire que je suis la pilote de la recherche, donc toutes les difficultés comme celle-là m'incombent en totalité. Je n'avais qu'à prévoir. Donc, vous voyez, je n'avais pas anticipé la chose. Et puis, il y a des concepts qui peuvent être différents, mais on arrive à s'y retrouver. Donc, par exemple, la formation, c'est une notion sur laquelle on peut se retrouver. L'entrée par des modalités de formation, on y arrive aussi. Bon, je n'ai pas d'autres exemples à vous donner tout de suite, donc je m'arrêterai là. Donc l'entrée par les concepts n'est pas évidente. Ah si, voilà, c'est ça. Le dernier concept presque commun, c'est le concept d'environnement capacitant ou de travail soutenable, puisqu'en fait, Amartya Sen est un auteur qui est un peu à la jonction entre de l'économie et les ergonomes l'utilisent aussi avec un petit peu à leur sauce, mais c'est un auteur qu'on peut partager. Mais pour autant, ce n'est pas immédiat de remonter tout de suite à la même source et de comprendre de quoi on parle quand on parle d'environnement capacitant. Alors ça va faire le lien avec le point d'après sur les niveaux d'analyse. Donc, pour terminer avec cette histoire des concepts, ce serait super bien de trouver à connecter, un peu à la mode Lego, tout ce que vous voulez, arriver à connecter des concepts quand on a des choses qui sont à peu près semblables, mais en fait, ce n'est pas si facile à faire. Alors sans être sur le terrain, et peut-être a fortiori en étant sur un terrain qu'on observe, puisque du coup, on rajoute des éléments de complexité qu'on a du mal à absorber en même temps qu'on réfléchit au concept. Sur les niveaux d'analyse, alors là, je pense que c'est le plus drôle. Sur les niveaux d'analyse, je l'ai réécouté, j'ai réentendu ça hier,
on utilise tous les termes micro, macro. Ah, j'ai eu un moment d'extase en me disant ça y est, j'ai enfin trouvé des termes sur lesquels on est tous d'accord. Et puis ça a été de brève durée, puisque j'ai compris qu'en fait, macro pour les ergonomes, c'est le niveau de l'entreprise. Alors que nous, en économie, le niveau de l'entreprise, c'est un niveau micro. Alors le micro, c'est pour ça que j'ai repris la suggestion de Serge hier et j'ai mis des S. Le niveau micro, c'est-à-dire, je le fais comme ça, la situation de travail qu'on observe, l'activité de travail, là on est tous d'accord, c'est du micro. L'entreprise, c'est du macro. Voilà, donc déjà il faut qu'on s'entende. Le niveau sectoriel ou de branche, nous on l'appelle éventuellement méso, mais les ergonomes ils ne voient pas du tout ce que c'est. Quant au niveau macro, le vrai pour les économistes, et encore on peut aller au-dessus, c'est par exemple le niveau national, le niveau des politiques publiques, voire même le niveau européen, voire même, comme on est un peu des fous, le niveau mondial, quoi. Bon. Les ergonomes, là, ils nous regardent comme si on était parti dans la stratosphère, et macro, ils nous disent, mais nous, macro, c'est entreprise. Ouais, attends, je vais te réexpliquer depuis le début. Bon. Alors l'avantage, c'est qu'on était sur une recherche sur une entreprise, donc au moins le périmètre était quand même relativement resserré, et même si nous, les économistes ou socio-économistes, on allait chercher des choses au niveau méso, dans la législation, etc., ça pouvait encore passer avec les ergonomes. Donc on avait quand même un moyen de se débrouiller, mais il ne fallait pas qu'on parle de micro-macro, sinon on était paumé par le vocabulaire. Du coup, ça pose la question de l'emboîtement. Là aussi, le mot a été employé hier, c'est-à-dire comment est-ce qu'on conçoit, chacun de notre côté, le positionnement de nos différents niveaux d'analyse. Donc, je l'ai dit, niveau d'analyse de l'activité, ça fait micro-micro. Mais moi, en tant qu'économiste, ça ne me gêne pas d'aller voir le micro-micro. Simplement, je ne suis pas formée pour l'observer, mais je veux bien. Quant au niveau macro-micro, enfin, le niveau de l'entreprise, rien n'empêche les ergonomes d'avoir quand même un certain nombre d'idées sur, par exemple, l'évolution de la politique commerciale de l'entreprise, les grands enjeux stratégiques d'évolution de l'activité, des enjeux technologiques, et d'ailleurs, on en a parlé dans certaines des interventions. Donc on arrive quand même à avoir des circulations. Maintenant, la question, c'est aussi celle des images mentales. Alors, je ne sais pas comment vous allez réagir à ça, mais bon. Moi, j'aime bien avoir des images. Hein. Je fonctionne beaucoup par images. Hein. On est dans des matières qui sont plutôt des matières théoriques, un peu... on n'a pas de matériel, on est sur des pratiques, on est sur des discours à observer. Bon, donc on n'a pas de... Moi, je n'ai pas de machine, je n'ai pas de situation de travail que j'ai en référence. Donc, j'ai besoin d'images mentales. Donc, pour moi, l'emboîtement, je vois en ce moment deux solutions. Moi, je fonctionne bien avec le téléphérique. Mentalement, j'ai un téléphérique dans la tête. Enfin, ça ne se voit pas, je sais. Donc j'ai un téléphérique dans la tête, c'est-à-dire que je circule sans cesse du pic du Mont Blanc, enfin ce que vous voulez, parce qu'à Nantes, j'ai un peu de mal à trouver un sommet. Hein, donc je circule en allant le maximum de hauteur, dans laquelle j'ai une vision de l'ensemble des configurations géographiques, des différents climats éventuellement, des différentes populations, des implantations, etc. Et puis quand je redescends, je suis toujours sur la même ligne, mais je me rapproche progressivement et donc je gagne en précision, en clarté, et à la fin, j'arrive au plus proche avec des choses que je vois plus nettement. Mais d'une certaine façon, je vois les choses toujours avec les mêmes angles, mais je les vois sur une circulation à une échelle différente. Enfin, je ne sais pas si je suis claire. Donc je suis ma ligne de téléphérique. On a voulu faire ça dans l'article avec Jeanne Thébault, elle a dit que ce n'était pas possible que ce soit compris, donc on ne l'a pas mis. L'autre image mentale que j'ai, qui vient de très loin, sont les cartes géographiques. Les cartes géographiques, ça c'est le grand jeu quand on est petit, on regarde les cartes géographiques à différentes échelles. Alors ce qui est génial, c'est qu'on voit des choses très globales. Hein, quand vous voyez la carte nationale, vous voyez les grands réseaux, vous voyez les distances villes, entre les différentes villes, etc. Puis vous pouvez avoir des cartes beaucoup plus réduites dans lesquelles vous allez découvrir toute une série de détails, des points de vue, des ruisseaux, des anciens chemins, je ne sais pas, l'emplacement du lin au bord des ruisseaux, enfin toute une série de détails qui vous donnent de la richesse d'observation et du détail. Ça, c'est quand vous descendez sur la carte la plus proche. Et bien, vous pouvez prendre la carte la plus lointaine, mais évidemment, vous n'avez pas la même nature d'information. Donc là, les cartes de géographie, elles s'emboîtent, mais vous n'avez pas la même échelle. Ce que vous voyez à l'échelle la plus large, ça ne peut pas vous donner la même impression que ce que vous voyez à l'échelle la plus proche.
Et en fait, donc voilà, moi je me dis, quand on discute entre différentes disciplines qui n'ont pas les mêmes appréhensions de niveau d'analyse, on est quelque part probablement entre téléphérique et carte de géographie. Je n'ai pas discuté ça avec mes collègues, hein. Je leur réserve ça pour... je le teste sur vous, puis après je verrai si ça marche. Voilà. Mais c'est ça que j'ai comme image mentale. Voilà. Donc les choses ne s'emboîtent pas de façon simple. Choisir le mode d'emboîtement en lui-même, c'est déjà un choix sur ce qu'on va regarder, sur comment on va le regarder, sur comment on discute les uns avec les autres. La dernière articulation, alors ça c'est le top, hein, mais je ne sais pas trop comment on le fait, c'est l'enrichissement réciproque des approches, des pratiques. Alors là, je me suis dit que j'allais regarder un peu ce qu'on avait réussi à apprendre quand on a fait notre recherche. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant cette recherche-là que ça avait fondamentalement changé une partie de ma vision des modèles de formation et des pratiques de formation dans les entreprises. Alors je vous explique. Nous aussi, en tant que chercheurs, quand on va dans les entreprises, on n'a pas 40 jours. Déjà, quand elles nous autorisent à venir, c'est déjà une victoire. Hein. Bon. Parce que nous, on leur coûte de l'argent, enfin, je veux dire, elles ne gagnent rien. On essaye vaguement de leur promettre quelques retours, mais c'est quand même assez compliqué. Donc, on y va, et généralement, on a des fenêtres dans lesquelles on peut accéder au terrain, qui sont des fenêtres extrêmement courtes et relativement contraintes, quand même, voire même très contraintes. Donc, sur les entreprises qu'on devait observer, on devait en observer 5. Il y en a une qui a donné son accord. Vous voyez ça. Mais elle nous a ouvert ses portes relativement généreusement, ce qui fait qu'on a pu y aller une fois 2 jours et demi. Donc on était 4, 5. Et une fois, on y est allé 4 jours. Donc vous voyez, en termes d'intervention, on est sur des choses qui sont quand même très contraintes. Alors nous aussi, hein, enfin en tout cas, je ne sais pas sur les autres, mais moi j'arrive sur un terrain, j'en suis malade d'avance à l'idée de louper un truc super important que je n'aurais pas pu voir, quoi. Donc on a des yeux partout, on écoute partout, on prend des notes de tout, on ne se souvient pas de tout. Et donc on part, on est crevé, on ne sait pas trop ce qu'on a dans la besace, on a ramassé tout ce qu'on pouvait. Et puis après, quand on revient, c'est la grande découverte. Un peu comme les champignons vénéneux, hein. Vous vous rendez compte qu'il y a des trucs, il vaut mieux les balancer. Enfin bref, vous avez la collection de trucs qui occupent tout le tableau. Voilà, vous avez 3 mois de travail avec tout ce que vous avez récolté pendant les quelques jours. C'est le truc de fou. Bon. Vous connaissez tout ça. Donc, on fait ce recueil-là dans l'entreprise, hein, et puis en fait, quand on réfléchit à la façon dont ce qu'on a appris, alors, bon, il y a des trucs, ça ne m'a pas trop surprise. On a travaillé sur un niveau un peu macro-entreprise, hein, donc côté entreprise. On a mis à jour tous les enjeux de formation de l'entreprise, hein, tels qu'ils s'inscrivaient au regard de sa stratégie de développement économique, des contraintes très fortes concurrentielles qu'elle subissait, de l'évolution de son secteur qui avait été assez rapide dans les 3 années qui précédaient notre venue, et puis on a regardé tout ce qu'elle avait pu utiliser comme dispositif de contrat aidé, d'aide à l'embauche, etc. Et évidemment en lien avec la formation. Donc on a regardé tout ça. On a aussi essayé d'avoir une approche un peu diachronique, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire parler les dirigeants puis un petit peu les salariés sur la façon dont les choses avaient évolué sur à peu près une quinzaine d'années, qui était à peu près la durée de vie totale de l'entreprise, puisqu'elle a été créée il y a une vingtaine d'années. Donc on a exploré tout ça. Donc vous voyez, on est sur le niveau macro, on a fait un truc diachronique. Nos ergonomes avec moi, bizarrement, sont allés analyser les situations de formation. Et puis on a du coup, on avait à la fois la formation telle qu'elle était décrite par les DRH, enfin par le DRH, la DRH donc dans des entretiens, telle qu'elle était décrite par des salariés qu'on avait rencontrés, puis donc on est allé voir comment ça se passait en vrai. On a suivi des formations, on est allé sur le plateau suivre la suite des formations, puisqu'une partie des formations se déroule en salle. On a réussi à interroger les formateurs à la fois dans les couloirs, et puis pendant qu'ils étaient en train de suivre les personnes formées en salle, donc dans ce que vous appelez généreusement les interstices de l'activité. Et puis on a essayé de suivre ce que les télévendeurs avaient comme stratégie, à la fois ceux qui étaient déjà formés, déjà en place, et ceux qui étaient en passe d'être embauchés, donc pendant les 15 jours à peu près, pendant lesquels la formation à l'embauche se déroulait. Donc tout ça, ça nous permet d'avoir un contexte assez large, de mettre en relation un peu douloureusement des occasions de se former, des occasions d'apprendre dans le travail, des modalités de formation. Hein, c'est un espèce de gros gloubi-boulga tel que je vous raconte ça.
Mais en fait, ce que ça a produit, peut-être pas tellement pour les ergonomes. Sur les ergonomes, eux, ils ont été frappés de la richesse des éléments de contexte qu'on apportait, du fait qu'on replaçait tout dans une perspective diachronique, qu'on rajoutait des éléments de financement. Et nous, moi en particulier, puisque je me suis retrouvée à faire de l'observation de terrain comme un ergonome sans avoir la formation pendant 2 jours toute seule, avec quelques consignes larguées 2 jours avant, parce qu'on a découvert que je serais seule sur le terrain pendant 2 jours. Moi, j'ai découvert un fossé, un décalage énorme entre ce que nous avaient raconté les DRH, enfin, la DRH est la responsable des ressources humaines, et ce qu'on observait sur le terrain, puisqu'on avait l'impression d'avoir des formations qui étaient très standardisées, avec un déroulement qui était très normé, et quand on est allé sur le terrain, on s'est rendu compte qu'en fait, les formateurs avaient des stratégies assez fines d'individualisation, puisqu'ils travaillaient sur des petits groupes de 8 personnes. Et donc, du coup, on avait deux visions complètement différentes, à tel point que le deuxième passage avec les 4 jours d'observation, je suis ressortie de là-dedans, moi en particulier, puis l'ergonome qui était avec moi, on s'est dit qu'on n'avait rien compris à la façon dont l'entreprise nous avait présenté les choses, et qu'il fallait qu'on repense toute notre analyse sur le modèle de formation. Alors ça pose question, parce que depuis des années où ça m'arrive de poser des questions sur la formation quand je vais dans des entreprises et que je leur demande quelles sont leurs pratiques en matière de formation, on s'est toujours basé sur ce que nous disaient les DRH et les représentants des salariés, puisqu'on les interroge aussi, mais on n'a jamais pu accéder au niveau fin de l'activité de travail, puisque jamais on nous autorise, puisqu'on n'est que économiste, à aller observer le travail. Alors on passe, on regarde les gens, etc., on n'est pas complètement débile, mais évidemment ça n'a rien à voir avec rester pendant 2 jours ou pendant 4 jours, observer des gens, les regarder finement, prendre des notes, des relevés, etc. Donc moi, je me suis dit, et mes collègues aussi à la sortie, que ça posait question sur toutes les études de pratiques d'entreprise sur la formation qui se fondent exclusivement sur des données plus globales et des entretiens avec les DRH. Et que du coup, il fallait systématiquement, probablement, descendre jusqu'à l'activité de travail. Donc vous voyez, sur l'analyse du travail, sur le cadre juridique et conventionnel et sur la perspective historique, il y a beaucoup d'éléments que finalement on a mis en commun et qui du coup ont modifié la façon dont on concevait les choses et ont en fait modifié aussi notre façon de concevoir l'objet de notre recherche à l'issue de ces finalement peu de jours passés sur le terrain de façon objective. Alors, vous inquiétez pas, tu m'as dit jusqu'à 25. Ah bah 10 minutes. Alors, 10 minutes. Donc, une fois que j'ai essayé de vous montrer ce qu'on avait pu tirer de tout ça, des difficultés d'articulation, je me suis dit, il faut quand même essayer de transformer le travail. Non, ben, je blague. Je me suis dit qu'il y avait 2 points sur lesquels notre réflexion et notre analyse réflexive pouvaient avancer. C'était sur les contraintes au travail, quand on regarde le travail entre disciplines. Parce que finalement, à chaque fois, on regarde le travail des autres, mais notre travail à nous, en tant qu'intervenants ou en tant que chercheurs, alors les chercheurs sont censés tout savoir. Je ne sais pas qui c'est qui a édicté ça. Donc, on a une espèce de norme qui est qu'on doit apprendre tout seul, on doit se débrouiller tout seul, on est censé savoir coopérer sans avoir jamais rien appris, on est censé mettre en place de la méthodologie, bon, évidemment, on a un peu apprise, mais on est censé évoluer tout seul dans nos compétences et dans notre façon de faire. Bon. Quand on fait du travail interdisciplinaire, ce n'est pas un travail qu'on a normalement à faire. Notre ADN, c'est censé être faire du travail disciplinaire. Donc quand on fait du travail interdisciplinaire, on sort de notre champ de confort, si on peut dire ça, on sort de notre champ habituel. En même temps, tout nous pousse à faire ça, puisque même nos institutions n'arrêtent pas d'avoir des discours sur « vive le travail interdisciplinaire ». Alors, du coup, dans quelles conditions on le fait? Donc là, j'ai essayé de faire la liste des contraintes, en repensant à ce qui s'était dit hier. Et concrètement, quand on regarde la façon dont on a pu travailler sur la recherche, on se rend compte que notre coopération, je peux qualifier ça de coopération quand même, elle a été extrêmement contrainte par des calendriers qui étaient très différents. Très différents parce que certains d'entre nous sont chercheurs à plein temps et d'autres sont enseignants-chercheurs. Donc du coup, aller organiser des interventions en entreprise alors qu'on n'a pas les mêmes calendriers, pas les mêmes vacances parce qu'on n'est pas sur les mêmes régions,
pas les mêmes responsabilités, évidemment pas les mêmes jours de cours, parce que ce serait trop drôle si on avait les mêmes jours de cours. En plus, on a des contraintes liées aux disciplines, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des calendriers spécifiques qui sont... parce qu'il y a des colloques dans telle discipline, par exemple, parce qu'il y a des choses un peu, des manifestations dans telle autre discipline. Ce qui fait qu'en fait, on n'a pas un calendrier ouvert, on a un calendrier dans lequel chaque mois, on a 2-3 dates communes, et il faut s'y prendre à peu près 6 mois à l'avance pour fixer une date. Donc, vous voyez le problème avec une entreprise qui, elle, a plutôt tendance à vous fixer les choses parfois en changeant de planning, parfois, enfin, c'est en fait, je ne sais pas comment il faut faire, c'est un espèce de truc assez difficile. On a aussi des exigences de production qui sont largement conflictuelles, puisque on n'est pas tous dans le même labo. Donc, ce qui veut dire que chaque labo exige un certain nombre de choses. Donc, il y a les évaluations HCERS, par exemple, il y a les séminaires de labo. Certains labos ont des réunions de travail mensuelles, ou voilà. Le CREAPT a des réunions de travail mensuelles. Et comme, en fait, vous le verrez quand vous regarderez la page de garde, on est tous plus ou moins connectés non seulement à un labo qui est notre appartenance institutionnelle, mais on est aussi dans des espèces de réseaux. On est chercheur associé à ceci, chercheur associé à cela. En fait, on se retrouve avec des appartenances multiples. Et donc, dans des équipes à plusieurs membres, dont chacun peut avoir des appartenances multiples, ça démultiplie les exigences de production à différents niveaux, et évidemment, elles sont conflictuelles. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas à certaines réunions plutôt qu'à d'autres. On loupe certaines dates de rendu parce qu'on ne peut pas tenir. On change l'urgence de nos priorités parce qu'il y a des choses qui sont modifiées. Si certains sont absents, il faut rattraper des choses, etc., etc. Donc, en fait, on est tout le temps dans un réaménagement et dans une repriorisation des choses qu'on a à faire. Donc ça, vous imaginez ça pour une personne, et vous multipliez ça pour la recherche par 8, puisqu'on était 8, et évidemment pas sur le même établissement, et donc pas avec les mêmes calendriers de vacances, pas les mêmes contraintes, pas les mêmes exigences, la totale, quoi. La totale. Jamais plus je referai une recherche à 8. Alors la question que ça pose, ces deux contraintes-là, c'est qu'en fait, quand Serge Volkoff parlait des temps creux, pendant lesquels on peut avoir des possibilités de réfléchir un peu au travail, de préparer le travail, etc. Et nous, nos temps creux, on en a, mais pas en même temps. Alors, on arrive à réfléchir nous tout seuls, mais réfléchir à plusieurs, c'est déjà compliqué. Et puis, en fait, très souvent, nos temps creux sont captés par d'autres choses, d'autres urgences, des délais qu'on n'a pas pu tenir, des choses qu'on rattrape, etc. Donc, en fait, tout le temps qu'on pourrait et qu'on devrait consacrer à l'acquisition, à la production de connaissances un peu interdisciplinaires, et bien en fait, ce temps-là, un, on ne le prend jamais, et deux, alors ça c'est la phrase d'en bas, deux, il n'y a aucun temps institutionnel qui est prévu pour ça. C'est-à-dire on n'a pas de temps de formation dédié, on n'a pas de temps d'acquisition de compétences supplémentaires dédiées. En fait, on est censé apprendre en allant dans des colloques, en allant dans des conférences et en lisant nous-mêmes. Mais il n'y a rien qui nous permet de travailler ensemble avec des supports un peu installés, à la fois parce que vous voyez qu'on est dans une perturbation institutionnelle complète avec nos appartenances multiples, et en plus, la formation continue dans le domaine de la recherche, si je peux me permettre, je considère qu'elle n'existe pas au plan institutionnel. Elle est renvoyée à l'individu en totalité. Alors, cerise sur le gâteau, les supports de valorisation, c'est-à-dire le truc qui pour certains est très important, publier des articles scientifiques, les supports de valorisation pluridisciplinaires, ils sont extrêmement peu nombreux. Donc ça veut dire qu'on est obligé de publier différemment, ce qui veut dire qu'il faut qu'on se fasse des sous-groupes. Évidemment, là, le problème, c'est la discussion sur les résultats et la façon de les présenter dans un format qui n'est pas familier à certains, et sur lesquels on ne peut pas avoir prise, donc on ne sait pas en fait si ce que racontent les autres, on serait éventuellement d'accord, si on peut dire quelque chose dessus, enfin voilà. Ça tombe un peu dans le... c'est bizarre, quoi. Alors, le dernier truc, dans une optique de transformation, une dernière réflexion sur les compétences à construire. Vu de ma fenêtre, hein, donc avec 3 ans de recul et une analyse réflexive très modeste. Je me suis dit qu'il y avait au moins 2 choses qu'on pouvait identifier, qu'on avait identifiées dans le rapport sur la formation. On a besoin de compétences transverses. Elles nous seraient utiles et elles seraient même nécessaires pour qu'on puisse discuter.
Alors on peut mobiliser des objets frontières, ça c'est une espèce de concept, pas des objets intermédiaires, mais des objets frontières. Donc ces fameux concepts sur lesquels on arriverait à se brancher, qui permettraient de faire jonction entre nous. Alors pour avoir un peu regardé, c'est bien l'objet frontière, mais en fait c'est à nous de les construire et de les trouver. Donc on peut très bien prendre un objet qui existe déjà, mais il faut qu'on le mette à notre sauce pour que chacun d'entre nous, dans les disciplines qu'elle occupe, on arrive à discuter sur cet objet frontière. Mais la notion d'objet frontière, elle ne consiste pas à identifier juste un concept qui permettrait de faire passage. Elle s'appuie aussi sur l'idée qu'il doit y avoir une dynamique dans la discussion au sein d'un groupe ou d'une équipe, et elle s'appuie aussi sur l'idée qu'il doit y avoir une infrastructure. Donc une infrastructure, ça peut être une institution, un centre de recherche, un GIS ou une équipe informelle. Mais il ne peut pas y avoir une réflexion juste sur l'objet frontière. Il faut associer les trois, objet frontière, infrastructure et dynamique, et donc réfléchir à une circulation des connaissances et à des discussions qui soient à la fois, qui prennent des savoirs théoriques et qui appliquent à des questions de recherche concrètes. Il faut faire cet aller-retour tout le temps pour arriver à travailler sur ce que peut être un objet frontière. Alors vous voyez, vu ce que j'ai dit sur le temps, on n'y est pas. On se débrouille comment? On se débrouille en faisant des équipes. Alors, comme il est tard, je me suis dit qu'un petit peu de latin, ça serait sympa. Donc, intuitu personae, ça c'est parce que j'ai fait un peu de droit. Intuitu personae, ça veut dire on se débrouille en faisant les équipes avec lesquelles on peut fonctionner. Et une des erreurs dans l'équipe de recherche à 8 personnes, c'est qu'en fait, certaines d'entre elles avaient travaillé 2 à 2, mais on n'avait jamais travaillé à 8 ensemble. Et donc, en fait, on n'était pas suffisamment expérimentés les uns par rapport aux autres dans nos modes de travail pour arriver à bien travailler. Et puis, les expériences de coopération, c'est aussi une occasion de construire ces fameuses compétences transverses, mais en même temps, ce n'est pas parce qu'on a fait l'expérience d'une coopération, qui s'est éventuellement mal passée, qu'on a résolu la question des différences d'approche. Donc, on reste sur les questions, comment est-ce qu'on construit des compétences comme ça? Est-ce qu'on le fait un petit peu avec un savoir minimal en formation initiale? Est-ce qu'on le fait en amont des projets? Mais généralement, les projets sont un peu flous. Est-ce qu'on le fait en cours de route? Mais alors, bonjour, c'est douloureux. Est-ce qu'on fait des retours d'expérience? C'est ce qu'on a essayé de faire un petit peu dans le rapport et ce qu'on va essayer de prolonger. Et derrière tout ça, il y a aussi comment on travaille ensemble pour décloisonner. Donc on retombe sur la question de l'organisation du travail, même si on n'est pas sur de l'organisation du travail industriel classique. Et puis, allez, pour finir, une petite pierre dans mon jardin. Quelles sont les compétences pour piloter les projets pluridisciplinaires? La capacité à dialoguer avec d'autres disciplines, ouais. Bon. Aller au-delà des acquis disciplinaires, ouais, mais il y a aussi tout un travail d'organisation du travail collectif et la façon de surmonter ces différents obstacles, les contraintes de calendrier, les contraintes de production. Et là, très honnêtement, j'avoue que si je peux dire une chose de cette expérience de recherche, c'est que manifestement, les compétences pour piloter les projets pluridisciplinaires, eh ben, il faut que je progresse nettement sur cet aspect-là. Mais j'espère qu'au moins, ce petit tour de piste vous aura permis de voir un peu dans quel contexte et quelles difficultés on peut travailler quand on combine plusieurs disciplines. Merci.